Je suis ici à Boulogne-Billancourt, chez Oka Productions, et je suis très très heureux de recevoir Adeline Chetaille ici. Donc, bonjour Adeline. Bonjour, merci de m'accueillir sur ta chaîne du coup. Ouais. Wow, wow, attendez une minute. Bonjour à tous et bienvenue, j'ai eu la chance d'aller sur Paris début mai pour interviewer la comédienne de doublage Adeline Chetaille. Elle a doublé Zelda, Jinx ou même Arrietty et c'était une première pour moi. On a parlé de sa carrière et aussi du danger de l'intelligence artificielle sur son métier. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. Je vais commencer directement avec une première question. Ok. Quel a été ton premier contact avec le monde du doublage? La première fois que j'ai enregistré, c'était en 92 et j'ai fait une petite voix dans le Mhm. film Bambi où je faisais un petit lapin qui faisait une toute petite phrase et j'ai eu que ça à dire. C'était "On va voir à quoi il ressemble" Mhm. et c'était trop mignon. Et j'ai bien aimé. Je savais pas lire couramment à l'époque parce que vraiment à 6 ans et demi, on commence à lire à peine. Oui. Mais ça m'a tellement frustrée que très très rapidement, j'ai voulu savoir lire parfaitement. Et j'ai enchaîné assez rapidement avec Forrest Gump. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier actuellement? Ce que je préfère dans mon métier actuellement, c'est de changer de rôle Mhm. très souvent. Ouais. Comme je le disais, dans la comédie, généralement, on travaille un texte, on travaille son personnage, on va peut-être sur un lieu de tournage pendant plusieurs semaines, plusieurs Mhm. mois. Pareil pour le théâtre. Moi, c'est vraiment immédiat, c'est-à-dire que dans la même journée, je peux Mhm. faire plusieurs choses différentes et des choses très très variées. C'est ça qui me plaît. Ok. Et est-ce que tu aurais une anecdote de tournage qui t'a marqué? Alors, là, tu me demandes une anecdote sur 30 ans de Bah carrière, alors, même plus. dans cette année au moins. Cette année. Cette année, une anecdote de doublage. Oh, alors, attends, faut que je prenne quelques secondes pour réfléchir. Ça va peut-être remonter, on va parler de Arcane. Ouais. Ça va remonter un petit peu, alors c'était pas cette année, mais c'était juste avant que la première saison ne sorte. Mhm. J'ai passé des essais en fait. Donc, comment ça se passe dans mon milieu? On débute généralement par des tout petits rôles. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on se fait connaître, on a des rôles de plus en plus importants Mhm. jusqu'au moment où on va nous proposer de passer un casting. Donc là, c'est pas nous qui postulons, c'est vraiment parce on s'est fait une certaine réputation qu'on va venir nous chercher, nous poser la question, est-ce que tu veux bien passer un essai? Mhm. Sous réserve d'être disponible pour le moment de l'enregistrement, parce que parfois c'est pas le cas. Ouais. Et là, on me propose de passer un essai. On me dit série sur League of Legends. On ne me parle pas vraiment plus que ça. Mhm. Et moi, j'ai fait un personnage dans League of Legends. Et c'est Kiana, qui parle avec un accent bizarre que j'ai créé. Et je ne sais pas faire les accents, je ne sais pas rouler les Ah. R. Mhm. On m'a dit c'est un accent genre un peu mexicain ou quoi. J'étais là genre oh là là, comment je vais faire? Bref, Ouais. petit aparté pour dire que je m'attendais en fait à passer un casting pour Mhm. vérifier que je serais bien dans ce rôle. Et je pensais faire Kiana dans une série League of Legends. Donc j'imaginais vraiment le jeu League of Oui. Legends transposé. Donc je me suis dit, bon, ça va être de la baston. Voilà, je Mhm. m'attendais à rien de spécial en soi. Et j'arrive pour ce fameux casting où j'ai été donc présélectionnée par un directeur artistique qui a pensé à moi pour le rôle de Jinx. Mhm. Et là, je m'aperçois déjà que c'est pas le rôle de Kiana. Et je dis, mais je comprends pas, ça a pas l'air d'être. Enfin, déjà, je comprends rien de ce qui m'arrive puisque je vois très bien qu'à l'image, ça a l'air d'être complètement différent de ce que Mhm. j'imaginais. Et je dis, mais non, mais je peux pas le faire parce que moi, je fais pas la voix de Jinx. C'est une autre personne dans le jeu vidéo qui fait la voix Ouais. de Jinx. Voilà. Et là, le directeur artistique me dit, mais non, c'est vraiment une volonté. On fait un casting. Ne t'inquiète pas. On va aussi écouter cette personne qui a fait Jinx, qui s'appelle Marine Onenmacher et qui est la Jinx du jeu vidéo. Mhm. Mais il m'a dit, ça se passe dans une autre. Enfin, c'est vraiment un autre univers. C'est inspiré de League of Legends, mais c'est autre chose. Et moi, j'ai pensé à toi. Je voudrais bien que tu essayes. Donc déjà, j'étais un peu réfractaire de passer le casting. Ensuite, le casting, il est un peu particulier parce qu'il est sur plusieurs scènes et ça dure un certain temps. Généralement, on est sur 2 ou 3 scènes. Là, il y en avait 7, quelque Ouais. chose comme ça. Donc c'était un gros casting et je vois qu'il y a des choses à jouer très très fortes. Mhm. Pour donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent la série, il y avait parmi plusieurs scènes la scène où Jinx et Vi se retrouvent après des années de séparation. C'est quand même une énorme scène.
avec beaucoup d'émotions, beaucoup de changements. Donc je fais la scène et je me dis, ça va pas le faire. La voix de Jinx, elle est un peu plus éraillée que la mienne. Je me sens pas capable. Et j'envoie même un message au directeur artistique après en disant, je pense pas que ça va le faire. Vraiment, ma voix, elle correspond pas. Je suis pas sûre de moi. Je lui donne carrément le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre. Et je lui dis, écoute cette personne. Je pense qu'elle sera mieux que moi. N'importe quoi. Et je l'ai fait beaucoup rire, ce directeur artistique, parce que pour lui, c'était une évidence dès le départ. Il m'a fait passer donc cet essai pour valider un petit peu ce qu'il ressentait. Et j'ai été prise pour le rôle, et j'ai fait le rôle. Mais jusqu'au bout, c'était comme si je ne voulais pas le faire, ou que je ne me sentais pas capable de le faire. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est un rôle magnifique. Et aujourd'hui, je remercie ce directeur artistique d'avoir insisté et de m'avoir rassurée. Voilà. Ouais, parce qu'il y a il y a un certain stress dans les sélections aussi. Peut-être qu'il y a des rôles qui te tiennent à cœur et que tu veux absolument faire. Mais là, c'était pas une question de vouloir faire ou pas vouloir faire. Ouais, C'était, je me sentais pas capable, je me sentais pas légitime. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas expliquer. En fait, ce rôle me fait peur. Il me fait toujours peur. Et je mets beaucoup de cœur à essayer de m'aligner sur son état d'esprit, qui est pas un état d'esprit stable. Elle n'a pas une santé mentale voilà, très stable. Et c'est compliqué pour moi de rentrer dans ce rôle, mais en même temps, c'est génial à jouer. C'est extraordinaire. Mais voilà, donc l'anecdote, c'était, je ne voulais pas faire Jinx. J'ai refusé, entre guillemets. En tout cas, j'ai traîné des pieds pour le faire parce que j'avais trop peur. Je vais te proposer de faire un petit jeu. Alors, juste ici, tu vois, il y a 5 personnages que tu as doublés. Et je vais te demander, va falloir peut-être un peu de réflexion, de faire un classement de top 5 des personnages par rapport à tes préférences. Et aussi, pourquoi pas aussi, par rapport à l'importance que ces personnages ont eu dans ta carrière. D'accord, alors, je commence par la première ou je commence par la dernière Par la dernière, oui. De préférence. Oui, c'est ça. Alors, de préférence en tant que comédienne ou en tant que spectatrice? Ou les deux? Je dirais plutôt les deux. Les deux. Ah, c'est très difficile. Oui. Je vais être obligée, même si je l'adore, après c'est un top 5, hein, donc forcément, en dernier, ce sera Arrietty. D'accord. J'ai adoré jouer ce personnage et quand j'ai passé le casting, je me suis dit, elle est pour moi. Elle est minuscule, donc c'est taillé pour moi, pour le coup, parce que je suis pas très grande et elle est adorable et tout, mais personnellement, ce n'est pas mon studio Ghibli préféré. Voilà, il faut que je le dise. Après, c'est pareil si on est sur des standings qui sont très hauts, mais le film en lui-même, au niveau du scénario, je le trouve très poétique, mais c'est pas mon scénario préféré. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce sera la dernière. Ok. Et du coup, c'était quoi ton Ghibli préféré? Alors, personnellement, en tant que spectatrice, mon préféré, c'est Le Voyage de Chihiro, où je n'ai pas doublé. Et parmi ceux que j'ai doublés, parce que j'en ai doublé 4, alors j'en ai doublé plus que 4 en fait, mais en rôle, je parle que des rôles principaux, parce que pour les autres, c'est vraiment des petites apparitions, on va dire presque des caméos finalement. J'ai doublé Kiki la petite sorcière, Nausicaa de la vallée du vent, Arrietty, et j'ai doublé aussi Anna dans Souvenir de Marnie. Donc Anna est un des 2 personnages principaux de Souvenir de Marnie. Et mon préféré, c'est Nausicaa de la vallée du vent. Voilà. C'est pas le premier que j'ai doublé, je crois pas, mais en tout cas c'est celui sur lequel j'ai eu le plus grand coup de cœur. D'accord. Donc Arrietty en dernier. Ok. Ensuite, quatrième, alors un film exceptionnel, un rôle exceptionnel également, mais il y a des rôles tellement plus forts dans les 3 derniers, donc je suis obligée. J'adore le film. C'est aussi très très marquant pour moi parce que j'ai dit cette phrase que beaucoup de gens ont repris même dans leur vie quotidienne plus tard, et ils l'ont repris forcément en français, donc ce fameux « Cours Forrest, cours !» que j'ai fait quand j'avais 7 ans, et qui est devenu culte, parce que le film est culte, c'est pas moi qui ai rendu le film culte. Après, j'ai revu le film récemment avec une personne qui n'a pas du tout adhéré au personnage de Jenny. Parce que c'est vrai que c'est un personnage très torturé. On voit qu'il lui arrive des choses très graves quand elle est petite, donc à cet âge-là. Et elle devient une adulte qui a beaucoup de soucis. Et qui fait beaucoup de peine au personnage principal. donc voilà, je la mets en 4e, je suis obligée. Voilà. Ok. Ensuite, le top 3. On rentre dans le top 3. Donc Jinx. Alors, en tant que comédienne,
c'est pas forcément le personnage que comme je l'ai expliqué juste Oui. avant, avec lequel je suis le plus à l'aise. Par exemple, quand on me pose la question, que ce soit en convention ou peu importe, de un peu refaire la voix de Jinx, généralement c'est celle que je refuse de faire, Ouais, ou que j'ai le plus de mal à faire, ok. parce que pour refaire la voix d'un personnage, en fait, on nous demande souvent de faire la voix de, mais on oublie que pour aller dans cette voie, il faut qu'on endosse ce personnage. Mhm. C'est pas ma voix naturelle, c'est pas ma personnalité non plus. Oui. Et donc il faut que je me remette un petit peu. Voilà, j'ai pas appris par cœur des dialogues pour les ressortir comme ça. Ok. J'ai besoin d'un état d'esprit, j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin. Voilà, je me prends un peu la tête, je suis désolée par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour moi Mhm. de me replonger dans l'esprit de Jinx, qui est un esprit torturé. Mhm. Où elle a plein de ruptures de jeu, elle a plein de. Voilà, elle parle d'un. Elle se parle à elle-même, elle parle à des personnes qui sont pas là, elle s'énerve, elle est très sensible, elle est sur une corde raide tout le temps au niveau de l'émotion. Mais Arcane, quelle série incroyable. J'ai adoré en tant que spectatrice, je la trouve géniale, donc forcément, elle est dans le top 3, on peut pas faire autrement. Ok. Ensuite, Le deuxième. le deuxième, Zelda. Zelda, que j'ai rencontré en 2017, du coup. Je connaissais la licence, mais j'étais pas forcément fan ou Ouais. quoi que ce soit. Je la connaissais de réputation, voilà. Et j'ai eu un flash quand j'ai commencé à enregistrer donc, les souvenirs dans Breath of the Wild. Ouais. Et c'était... j'ai trouvé que le personnage était incroyable. J'ai adoré cette Zelda et la façon dont il la présentait sous un nouveau jour, puisque voilà, et à chaque fois, depuis 30 ans, on a des épopées Zelda et à chaque fois la princesse est un peu différente. Cette princesse me plaît énormément, elle me correspond aussi énormément, c'est le personnage, je pense, dans lequel je me retrouve le plus, avec cette notion de je veux bien faire, je me mets de la pression, je suis bienveillante aussi, voilà, c'est ce que j'essaye d'être au quotidien. Donc elle m'inspire énormément et je l'adore parce qu'elle m'a emmenée très loin, elle m'a emmenée jusqu'au Canada pour des conventions, elle m'a fait connaître et aujourd'hui c'est pour ce personnage que je suis la plus connue. Ok. Et est-ce qu'il y avait une différence une sorte de difficulté plus avec le premier opus et le deuxième opus ou c'était à peu près t'avais plus d'attentes ou... Alors, moi j'attends une Zelda jouable. J'attends qu'on puisse me jouer, voilà, je voudrais sortir des souvenirs. Mais je pense que c'est possible que ce soit fait. Je ne sais pas si je vais continuer à doubler la voix de Zelda parce que tout dépend de son chara design. Si elle garde ce chara design, je pense que c'est logique de m'appeler. Si elle change de chara design, est-ce que on n'aura pas envie de changer les voix pour marquer un peu une différence d'univers? Nous verrons, mais non, j'ai vraiment une affection particulière pour elle. Pas de difficulté en soi, juste beaucoup de pression. Oui, c'est sûr. Voilà, mais j'ai mis mon cœur dans les scènes que j'ai fait avec Zelda, comme dans les scènes que je fais avec n'importe quel autre personnage. Pour moi, c'est pas la notoriété qui compte, c'est ce que j'ai à défendre en tant qu'actrice. Et c'est transmettre des émotions qui est important pour moi. Avec Zelda, on peut transmettre beaucoup, beaucoup d'émotions. Petite préférence pour le scénario du 2, de Tears of the Kingdom. Ouais. Et du coup, top 1. Top 1, number 1, Ellie, bien sûr. Ellie, c'est... Alors, à contrario de d'autres personnages, je n'ai pas de point commun avec elle. D'accord. Au niveau de ma personnalité, au niveau de ce qui m'est arrivé dans la vie, au niveau de ma gestion, de la colère, par exemple, ce genre de choses. Mais je deviens elle instantanément. Et j'ai aucun souci pour embrasser complètement sa cause, embrasser ses émotions. Sur notamment la première partie que j'ai doublée en 2013, j'avais à cœur d'être la plus naturelle possible. Donc tout ce qu'on entend, chaque phrase, chaque mot, tout est pensé, tout est vraiment, même tous les putains Joël sont vraiment, viennent du cœur. Et j'ai laissé une partie de moi, que ce soit dans le premier ou surtout dans le deuxième. Vraiment, il y a mon sang, il y a mes larmes, il y a ma douleur, il y a tellement de choses dans des émotions que moi, je n'ai pas au quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Ellie a une façon
de vivre les choses, qui est complètement à l'opposé de ma façon à moi de vivre les choses. Mais ça me fait énormément de bien, justement, Oui. de passer par son biais pour exprimer certains thèmes, notamment pour partout, le thème de la vengeance, de la haine. Oui. C'est des thèmes qui sont très, très intéressants à explorer pour un acteur. Donc, voilà. Et puis, quel scénario, quel personnage, quelle licence. Tout est extraordinaire. Je suis fan, vraiment, de ce jeu. Et voilà. Et si j'avais que un personnage de toute ma carrière à retenir, c'est elle. Ok. Voilà. Et du coup, tu as regardé la série qui a été adaptée? Oui, j'ai regardé la série, j'ai même doublé dans la série puisque la comédienne qui a fait la motion capture de Ellie dans les jeux vidéo, Ashley Johnson, a joué donc physiquement dans la série, ainsi que, comment il s'appelle, Troy Baker, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. La personne aussi qui a fait la motion capture de Joël. Donc ces deux personnages importants, ces deux acteurs importants ont fait des caméos dans la série, donc sont apparus sous d'autres traits. Et Ashley Johnson a interprété le rôle de la mère de Ellie dans un flashback. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai interprété la mère de Ellie et ainsi la boucle était bouclée. C'était incroyable, je suis très heureuse de ça. Je n'aurais pas voulu doubler la voix de Ellie parce que on m'a beaucoup posé la question, donc je prends les devants. C'est une réinterprétation. C'est différent. Et moi, ma Ellie, je l'ai emmenée plus loin, je l'ai emmenée plus vieille, je l'ai emmenée sur une autre histoire. Et ça, pour moi, ça n'aurait pas eu de sens de refaire le travail que j'ai fait en 2013, même s'il avait été différent. Et c'est une comédienne différente qui interprète Ellie. Et c'était important pour moi que ce soit respecté, le fait qu'il y ait une autre interprétation du rôle. Ok. Et on va passer à un autre thème, les conventions. Donc tu en fais beaucoup aussi. Là, c'est là où tu rencontres ceux qui te suivent. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce genre d'événement? Avec les conventions, en fait, je me suis rendu compte de l'importance de mon travail pour certaines personnes, et même pour beaucoup de personnes. Et j'aime beaucoup parce que chacun a son classement. Tu vois, le classement que tu m'as fait faire là, et ben, quelqu'un d'autre aura un classement différent. Et c'est normal, c'est pas grave, selon les préférences. Et donc, il y a toujours un point commun, c'est que j'ai été dans la vie des personnes que je rencontre à un certain moment, surtout dans leur enfance. Beaucoup me disent, tu as bercé mon enfance. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est jeune? Eh ben, souvent, on a un film ou une série un peu doudou qu'on regarde en boucle. Et les voix s'imprègnent dans notre esprit. Tout est relié à l'enfance, tout est relié à plein de choses, à aussi une certaine forme de développement, de passage dans la vie d'adulte. Enfin, voilà, énormément de choses qui se passent. Et donc, quand je rencontre les personnes qui ont entendu ma voix alors qu'ils étaient jeunes, enfants, adolescents ou même plus tard et qui ont été marqués par une œuvre, donc ça peut être The Last of Us, ça peut être Zelda, ça peut être High School Musical, peu importe, eh bien, il se passe quelque chose. Et alors c'est pas, je suis pas fière, je suis pas en train de me la péter en me disant ah super, génial, j'ai tellement de fans, mais c'est plus le côté de voir que j'ai eu un impact et moi mon but, c'est vraiment de transmettre de l'émotion, c'est vraiment de faire ressentir des choses parce que c'est important, je pense, que ce soit aujourd'hui ou de tout temps, en tant qu'humain, on a besoin de ressentir des émotions, on a besoin de se confronter et de se poser certaines questions. Et en rencontrant ces personnes qui me disent que ça les a fait réfléchir, pleurer, rire, passer un bon moment, peu importe, je me dis, voilà, j'ai réussi ma mission. En fait, l'envie que j'ai de transmettre et de faire vivre des choses, et ben voilà, le résultat est là, devant moi. Et on a toujours un échange qui est très émouvant, qui est très chouette. Et quand on enregistre en studio de son côté tout seul, on ne se rend pas forcément compte de ça. On n'a pas la mesure de ça. Et c'est important de l'avoir parce que quand on travaille en studio, eh ben, on le fait pour des gens pour qui c'est important. Donc je milite pour qu'on se rende tous compte de ça et qu'on essaye, qu'on ait à cœur en fait de faire un travail le plus qualitatif possible. Et est-ce que tu comptes en refaire plus des conventions ou un peu moins ou dans l'avenir? J'en ai fait énormément. C'est ça. J'ai un problème d'agenda parce que en fait dans mon métier je peux pas, j'ai rien de stable. Donc par exemple j'ai eu un message là il y a 5 minutes pour me confirmer que je travaillais bien demain matin à 10h30. Donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ma vie et c'est difficile aussi d'accepter des conventions très longtemps en avance parce que ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive encore c'est d'enchaîner 15 jours sans m'arrêter parce que je vais être en studio
jusqu'au vendredi, lundi, vendredi, samedi, dimanche, je vais être en convention, je sais pas où. Ça me demande quand même énormément d'énergie, donc je pense que je vais devoir ralentir un petit peu parce que je suis en bout de course. Je suis assez fatiguée en ce moment. Et tant mieux pour moi, parce que ça veut dire que je travaille beaucoup. Tout le monde, toutes les personnes qui font du doublage n'ont pas forcément cette chance. Je suis consciente que j'ai énormément de chance, que je suis très privilégiée, mais j'ai besoin de temps un petit peu pour moi, donc je pense que je vais ralentir un tout petit peu les conventions. Et ça redeviendra peut-être un peu plus un moment de partage et de plaisir si justement j'en fais moins, mais plus choisi à des moments où vraiment je peux avoir un petit sas de décompression avant ou après, parce que en fait, je parle à chaque fois avec les personnes, ils sont pas là juste pour que je signe une dédicace ou que je prenne une photo, ils ont envie de parler avec moi, et donc je vais accorder vraiment du temps à chaque personne, et parfois ça va vite, et ça me demande quand même émotionnellement de l'énergie, donc voilà, ça ne me draine pas non plus, parce que les gens sont gentils et qui m'apportent des choses, mais c'est vrai qu'à la fin, j'en peux plus, puis il y a du bruit et tout, donc voilà, donc parfois je suis fatiguée en rentrant, et si je dois enchaîner, si je rentre par exemple le dimanche soir à 23h et que je vais être en studio le lendemain à 9h30, ça devient difficile pour moi, donc voilà, je vais ralentir un tout petit peu, mais j'adore quand même rencontrer les gens, donc c'est cool. Et je voulais aussi parler d'intelligence artificielle. Elles font partie de plus en plus de nos vies. Et est-ce que tu penses que ces IA elles peuvent être un danger pour ton métier à l'avenir? En effet, l'intelligence artificielle est un danger pour nous, un danger auquel qu'on ne peut pas vraiment arrêter, ça dépend sous quelle forme il arrive. En fait, il y a aujourd'hui deux théories qui, selon moi, sont les plus plausibles. Première théorie, on trouve une manière d'adapter de prendre la voix en fait originale et de faire en sorte qu'elle parle une autre langue. Je prends un exemple d'un acteur très connu, genre Brad Pitt. Demain, il y a un film avec Brad Pitt, il y a cette intelligence artificielle qui permet de changer les mouvements de sa bouche et d'adapter le fait qu'il parle parfaitement français avec son jeu, ses émotions, ce qu'il lui a travaillé dans son personnage. On ne peut rien faire. C'est sa prestation, et sa prestation va primer sur toutes les autres. Donc, il n'y aura pas de sujet de faire du doublage sur lui. Donc, évidemment, ça veut dire énormément de choses qui sont coupées pour nous, qu'on ne pourra plus faire. On pourra peut-être faire d'autres choses, mais pas celle-là. Deuxième gros danger, c'est pour tout, notamment je pense aux jeux vidéo, je pense à tout ce qui est assez monocorde et assez classique dans l'interprétation, qui va être facile à reproduire avec une machine. Donc tu rentres dans une taverne et tu as un mec qui te dit qu'est-ce que vous voulez boire. Peut-être que ça, une IA peut le faire. Pareil pour tout ce qui est documentaire, voice-over, donc tout ce qui est assez droit et monocorde, pour moi, c'est quelque chose, ça va être compliqué de ne pas de le freiner, et ça va avoir un impact sur notre milieu parce que aujourd'hui, on a une notoriété au niveau du doublage. Beaucoup de gens s'intéressent à ce métier, ont envie de faire ce métier, donc se précipitent en formation, se précipitent dans les cours de théâtre, se précipitent dans les studios pour essayer d'avoir la chance de doubler quelque chose. Mais d'un autre côté, on va vers une espèce de petit entonnoir où, justement, comme je te disais, toutes les personnes qui vont démarrer par des tout petits rôles, ces petits rôles, s'ils sont faits par des ordinateurs, où est-ce qu'ils démarrent? Dans mon idéal, ce qu'il faudrait, c'est que, au lieu de se dire, bon, on va réduire les budgets, pourquoi pas avoir plus de temps pour travailler en finesse et faire démarrer les gens plus haut avec des rôles plus importants sur lesquels on va avoir le temps de les faire bosser. Mais c'est un peu idéaliste. Je ne sais pas comment ça va se passer. Pour l'instant, quand je demande quelque chose à Siri, il ne comprend rien de ce que je dis. Donc, je me sens un peu tranquille pour quelques années. On verra comment ça se passe. Et puis, si jamais on est comédien, on trouvera une autre manière de s'exprimer. Il faut simplement que, si possible, on évite de nous prendre notre voix. Si possible, qu'on évite de nous prendre nos notions artistiques. Mais c'est à nous aussi, et c'est un travail que je fais depuis que on me parle d'intelligence artificielle. Je me dis, il faut que je me défende. Pour me défendre, j'ai deux armes. L'influence, parce que je suis de plus en plus connue sur les réseaux, et je le fais exprès pour montrer mon métier et pour défendre mon métier, puisque je me dis, plus de gens me suivent et suivent les autres comédiens, tous les autres comédiens, et plus de gens connaissent le doublage, et plus de gens vont avoir envie
que ce soit nos vraies voix. Oui. Et ils vont dire, ah ben non, moi je veux pas un ordinateur, je veux la voix d'Adeline Chotaille, ou de voilà, Donna Drenu, Dorothée Pousseau, voilà. Ça c'est la première arme. Donc merci de venir en interview, merci de nous regarder, merci de tout ça. Et deuxième arme, eh ben, je dois pas être monocorde. Ouais. Et c'est à moi aussi de faire attention que chaque moment où je vais travailler, peu importe l'œuvre sur laquelle je travaille, que je sois investie dans chaque phrase que je vais dire, qu'il y ait du sens, qu'il y ait de l'interprétation, qu'il y ait de l'émotion, et que je ne me dise pas, bon bah ok, je dis juste du texte, voilà, je fais une voix off et puis je m'en fiche, parce que là, je serai remplacée. Si je fais des choses inattendues, très humaines, bah, y a des chances pour que ce soit préférable de continuer à m'embaucher. Donc voilà, c'est mes seuls atouts, je pense. Et du coup, entre doubleurs aussi, vous parlez forcément des dangers de l'intelligence artificielle direct, déjà. Ah oui, dans le doublage, c'est un sujet qui est présent depuis, je dirais, 2-3 ans déjà, et qui inquiète beaucoup le milieu. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai une dernière question. Donc pour finir, est-ce que tu aurais un message pour les personnes qui souhaitent, comme toi, devenir comédien de doublage? Alors, mon message, c'est qu'il va falloir travailler dur. Il faut garder à l'esprit que c'est un métier qui se fait par passion, qui est un métier artistique, au même titre que danser, chanter, faire du cirque, peu importe. C'est pas quelque chose qui se fait juste parce qu'on a envie de le faire pour s'amuser. Il faut avoir vraiment une vraie passion derrière. Et la passion, c'est pas forcément être fan de voix, ou regarder des dessins animés et se dire chouette, j'aimerais bien que ma voix soit dedans. C'est plus que ça. Il faut avoir vraiment la passion, l'envie de jouer des personnages, d'interpréter des rôles et d'être comédien. Pour moi, c'est la base. Après, on n'est pas obligé. Alors, on nous dit souvent, et j'approuve, qu'il faut faire du théâtre, qu'il faut faire une formation, qu'il faut faire apprendre à jouer la comédie. Personnellement, je pense que c'est surtout une question de talent plus ou moins inné ou de travail personnel, parce qu'on peut être en cours de théâtre pendant 10 ans et ne jamais être bon comédien. Mais prendre des cours de théâtre, faire un conservatoire va constituer un petit sésame pour être accepté dans le milieu et être crédible dans ce milieu. Donc il ne faut pas négliger cette étape-là. Et ça peut être très bénéfique. De toute façon, un cours de théâtre, un conservatoire de théâtre peut être très bénéfique pour n'importe qui. Voilà. Donc j'encourage à faire ça. Mais après, il va falloir s'accrocher parce que, eh bien, beaucoup de gens ont envie de le faire, peu de gens peuvent le faire. Il faut être très efficace. Si on met ça à côté de la chanson, pour faire, par exemple, faire du doublage, ce serait comme enregistrer un album. Il faut être prêt tout de suite à pouvoir enregistrer un album et avoir en tête qu'on a peu de temps en studio et qu'il faut être efficace. On ne peut pas se reprendre 1000 fois pour faire la chanson. Et ben c'est pareil en studio, en doublage. On doit être efficace tout de suite. Donc beaucoup s'entraîner. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était très intéressant. Et voilà, c'était ma première interview sur la chaîne avec Adeline Chotaille. J'espère que ça vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.